Les couilles sur la table, 3e épisode. Titiou Lecoq, bonjour et merci d'être la 3e invitée des couilles sur la table. Vous êtes journaliste et vous venez de publier le livre Libéré, un essai sur le ménage, entre autres. Vous écrivez depuis des années des articles que je trouve passionnants sur la politique, les retraites, Twitter, la généalogie, beaucoup sur Slate et dans plein de magazines. Et vous êtes l'une des personnes les plus drôles que je connaisse. Depuis 5 ans, vous êtes aussi mère de famille. Vous cohabitez avec 3 individus de sexe mâle, vos 2 jeunes fils, Tétard et Curly. Donc ce sont des surnoms. Hein. Oui, il y a des gens qui ont des doutes, mais oui. Et leur père, un homme que vous appelez Monsieur Chaussette. Voilà. Mais d'où lui vient ce charmant surnom ? Ça lui vient de sa légère propension à laisser traîner ses chaussettes. Enfin, qu'il avait avant que j'écrive un livre pour dire au monde qu'il laissait traîner ses chaussettes. Et maintenant, il ne laisse plus traîner ses chaussettes. Mais c'est pas mal, Monsieur Chaussette. Qu'est-ce qui s'est passé alors avec ces chaussettes ? Pourquoi vous avez voulu commencer à écrire cet essai ? Quel a été le point de départ ? À la base, c'était un article. Mais qui était un peu parti sur Instagram et la représentation des maisons parfaites. Je me disais, il y a quand même un truc bizarre, ces femmes qui mettent en scène leur vie où elles ne travaillent jamais, elles sont dans leur maison, couleur pastel, avec leurs enfants impeccables, elles bouffent vegan, enfin bon. Une espèce d'idéal de vie très très aseptisé qui correspondait mais vraiment pas du tout à ce que moi je vivais au quotidien. Et donc j'ai commencé à faire des recherches là-dessus et en fait très vite je suis arrivée sur le problème des tâches ménagères. Et ensuite, pourquoi moi, qui en plus suis féministe, qui écrit sur le sujet depuis des années, je me retrouve quand même à faire au moins 60% des tâches ménagères chez moi, quoi. Mais est-ce que c'est parce que votre mec n'est pas féministe ? Est-ce que c'est un problème de choix des hommes ou est-ce que c'est une situation générale ? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est comment des couples, on est des couples de trentenaires, on est sympa, on est cool, etc. En plus, on est de gauche. Et on a tous lu Simone de Beauvoir. Et en fait, on se retrouve, et moi vraiment, ça correspondait avec l'arrivée des enfants, à reproduire des schémas qui datent du 19e siècle. Et c'est là où je me suis dit, OK, en fait, il y a une histoire de ça, et il y a une histoire de la répartition des tâches domestiques qu'on ne connaît pas du tout. Et donc, c'est là où je me suis lancée. Après, j'ai fait des recherches pendant 2 ans là-dessus pour comprendre comment ça pouvait se mettre en place chez des individus en 2017. Chez des individus, c'est-à-dire que c'est chez les femmes et puis aussi chez les hommes, parce que le sujet du podcast, ce sont les hommes. Et donc, même si c'est un essai qui ne concerne pas directement les masculinités, en fait, vous en parlez beaucoup. Ouais. Parce que, déjà, il faut rappeler que ça concerne quand même une majorité d'hommes, parce qu'il y en a 61% qui vivent en couple, hétérosexuels, donc avec des femmes. Et si on regarde les statistiques, qu'est-ce qu'on voit dans les statistiques du point de vue des hommes ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les statistiques pures qui sont les choses qu'on a pu... on a fait des études qu'on a pu quantifier, qui est... Alors, par exemple, il y a les nouveaux pères, on en entend vachement parler. Alors, c'est vrai que les hommes, maintenant, les jeunes pères, consacrent plus de temps à leurs enfants qu'avant. Sauf qu'en même temps, les mères consacrent aussi plus de temps à leurs enfants qu'avant. Donc, l'écart père-mère reste le même. Et en plus, les pères vont faire plutôt les activités sympas, quoi. Les promenades en forêt, des activités rigolotes, jouer, etc. Mais ils ne prennent pas du tout plus en charge tout ce qui est corvée. Et en fait, dans les statistiques, c'est simple. Quand on me dit « oui, mais chez moi, c'est à peu près équilibré », quand une tâche est détestée par les 2 membres du couple, c'est la femme qui la prend en charge. Genre le repassage, par exemple. Tout le monde déteste le repassage. Oui, voilà, le repassage, c'est les femmes qui vont le faire. Et dès qu'un truc par les deux disent « ah non, j'ai pas envie de le faire », au final, c'est la femme qui le fait. Et ça c'est assez troublant parce que du coup je me pose aussi des questions sur mon propre couple. Je me disais mais c'est vraiment un essai qui est frappant pour ça parce que ça parle de notre vie quotidienne à tous. Et vous dites que, vous montrez avec donc ces chiffres montrent bien que les hommes ont plus de temps pour eux en fait. C'est-à-dire que les femmes travaillent plus à la maison et donc elles font plus de travail domestique et donc les hommes ont 3h30 3h30 par semaine. En plus, quoi. C'est durable pour eux. Ouais. Et vous dites, voilà, ça veut dire que tous les jours, ils ont 16 minutes pour aller sur Internet, 13 minutes pour regarder la télé, 8 minutes pour faire du sport. Donc, en fait,
Et ça va quand même à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle ils n'ont pas le temps de le faire, en fait. Ouais, ça c'est le grand argument, c'est celui qui est à la maison, c'est celui qui fait, etc. Et les hommes, ils sont pas là. Et puis, la société, dans les séries télé notamment, nous met en scène cet homme harassé qui travaille tellement, il rentre à la maison, il est épuisé. Enfin, on comprend bien qu'il n'ait pas envie de passer aspirateur, quoi. Et en fait, ça a été vraiment un choc de découvrir que c'est l'emploi du temps, c'est en France, quoi. Donc, c'est pas les États-Unis. En France, 3h30, ça fait une demi-journée quasiment de plus par semaine. Et en fait, une des explications à ça, alors il y en a deux. En fait, celui qui fait le plus de tâches domestiques, ménagères, c'est pas celui qui a fait le moins de temps de travail salarié, c'est celui qui gagne le moins d'argent. Et le vrai enjeu, il est là, il n'est pas... Parce qu'en fait, les hommes auraient le temps de faire plus de ménage, mais il y a un truc inconscient chez les couples où celui qui gagne le plus d'argent, et du coup, il n'a pas trop besoin de participer à certaines tâches. Il a fait sa part, quoi. On Ouais. imagine que, quelque part, donc les femmes se compenseraient le fait qu'elles gagnent moins en travaillant plus. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre d'un rapport de pouvoir là-dedans. Et sur les 3h30 aussi, ce qui est important, et là, pour le coup, les hommes ont raison, c'est qu'ils sont capables de prendre du temps pour eux. Ce que les femmes ne font pas. Le temps des femmes est saturé de tâches, mais parce qu'on leur a appris à être en permanence occupées pour les autres en général. Et les hommes ont cette capacité à se dire, bah non, là, en fait, juste, j'ai pas envie, je vais faire autre chose, quoi. Je vais dormir, par exemple. Je vais dormir, je vais traîner sur Internet, Donc, et c'est là où la question de la charge mentale rentre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne se polluent pas l'esprit avec la charge mentale, ce que les femmes font en permanence. Il faut peut-être rappeler ce que c'est cette charge mentale. Qu'est-ce qu'on peut dire de la charge mentale et des hommes ? Qui sont assez bien immunisés contre. La charge mentale, c'est le fait d'avoir en permanence dans un coin de la tête l'organisation de la vie de la maison. Et du coup, ça permet de mettre le doigt sur des choses qui ne rentrent pas dans les statistiques, parce que ce n'est pas forcément des choses qui sont faites, c'est juste le fait d'y penser en permanence, et de montrer aussi qu'on a beaucoup parlé de la double journée des femmes. Elles sont au travail, puis après, elles sont à la maison. Et en fait, les deux espaces-temps se superposent, c'est-à-dire que les femmes, quand elles sont au travail, elles pensent à la maison. Et elles pensent il faudra que je signe l'autorisation de sortie, que je prévoie le week-end avec les potes, il faut que je rappelle machin, etc. Donc, elles sont à leur travail en train de s'occuper de la maison. Et les hommes, les hommes déconnectent vachement bien les deux, quoi. Enfin, ils sont au travail, quoi. Oui, ils font pas des choses pour la maison. Non, pas Sauf du si tout. Déjà, quand ils sont à la maison, ils en font pas forcément. Ça dépend lesquels, mais... Donc, quand ils sont au travail, vraiment, pour eux, les deux sphères sont assez imperméables. Vous citez cette étude, d'ailleurs, qui montre que pendant leur pause au travail, les femmes parlent entre elles de soucis liés à la maison et à leurs enfants, et les hommes, ils font une vraie pause, ils parlent d'autre chose. Ils parlent de leurs loisirs et de trucs positifs. Alors ça aussi, c'est terrible, parce que non seulement les femmes parlent de la maison, mais en plus de ce qui les préoccupe, donc du côté négatif. En gros, elles sont en train de se prendre la tête. Et le petit dernier, il fait ses dents et tout ça. Alors que les hommes, ils sont en train de parler du film qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont aimé faire. Donc, ils sont dans un truc où ils profitent davantage de leur pause. Et donc, ils partagent un espace avec les femmes. Et vous avez cette phrase qui, je trouve, est frappante. Vous dites, en l'état actuel des choses, les hommes vivent chez les femmes. Oui. Et les femmes travaillent chez les hommes. Du coup, on peut faire les deux. Oui, parce que prendre en charge la maison et les tâches domestiques, c'est aussi dominer un royaume. Et là-dessus, l'attitude féminine est très ambivalente. Il y a à la fois le côté je suis pas la bonne et nanana, et j'en ai marre de tout faire. Et en même temps, ça donne un pouvoir. Ça donne un pouvoir décisionnaire. On organise le planning, la décoration. En général, les femmes choisissent les maisons. Au moment de signer un bail, etc., c'est elles qui déterminent OK, on va là. Et du coup, les hommes, ils arrivent là-dedans, ils savent pas forcément où les choses sont rangées. Oui, vous avez de cet fait, parce qu'ils ne les rangent pas. Génial, où vous écrivez ami lecteur hétérosexuel qui vit en couple, sais-tu de façon certaine où est le produit pour nettoyer les plaques ? D'ailleurs, sais-tu à quoi ressemble ce produit ? Eh bien, j'ai fait le test. Alors oui, eh bien... Oui, c'est consternant, effectivement. Et pourtant, hein, même quand on pense être libéré, être moderne, etc., il y a quand même ce truc qui fait que... Et c'est là où les hommes ne se rendent pas compte, parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils font quand même pas mal dans la maison. Et
par exemple, cette histoire de produits pour nettoyer les plaques, ils vont pas se dire « Ah tiens, j'ai pas nettoyé les plaques ». Parce que limite, nettoyer les plaques n'est pas quelque chose qui existe dans leur esprit. Donc, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas se dire « Je n'ai pas fait ça », puisque même, c'est les serviettes de bain. En fait, les serviettes de toilette, ça se lave. Il faut les mettre à la machine et les laver. Mais si on ne le sait pas, on se dit pas « Ah oui, ça fait partie des trucs que je fais pas, quoi ». Ça se fait tout seul. C'est une espèce de travail invisible dont ils n'ont pas conscience. Donc, ils ont une impression fausse de faire autant que les femmes. En fait, ils ne réalisent pas le nombre de gestes nécessaires à la bonne tenue de la maison. Et c'est frappant sur autre chose. C'est frappant sur... mais c'est tous les impensés, le fait qu'on n'en parle pas. Moi, j'ai eu cette discussion avec un copain sur les places de métro, quand c'est les places assises à 4. Et j'avais un copain qui me disait, en fait, je ne comprends pas, quand il y a des places libres, les femmes ne vont jamais se mettre dans le coin, là, près de la fenêtre. Elles vont se mettre près du bord, près du couloir du passage, alors que ça fait chier tout le monde et qu'après, on ne peut pas passer à la place libre. Et je lui ai dit, bah oui, mais parce qu'aucune fille n'a envie d'être installée à cet endroit où tu es coincée. Parce que s'il y a un danger, si quoi que ce soit, tu as l'impression, voilà, tu as 3 hommes qui t'entourent et tu ne te sens pas bien. Il me disait, bah, j'y aurais jamais pensé. Et effectivement, si on n'en parle pas, ils ne peuvent pas se rendre compte de ça. Oui, il y a un certain nombre de gestes en fait qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne voient pas. Vous écrivez que les gestes de ménage sont vraiment genrés, c'est-à-dire qu'il y a des gestes féminins de ménage et il y a des gestes masculins. Alors on se dit mais tout ça est quand même hyper déterministe. Enfin, qu'est-ce que c'est ? C'est les hormones, c'est la biologie, c'est le sol de verre, comme vous écrivez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gestes genrés de ménage ? Alors, c'est l'occupation de l'espace, mais c'est vrai pour l'espace public et pour l'espace domestique. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça fonctionne sur les deux. Et sur l'espace domestique, en fait, même en n'étant pas en couple, on a fait des études chez les étudiants qui vivent seuls. Le temps que passe un étudiant à faire le ménage et une étudiante, c'est quasiment du simple au double déjà à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'ils n'occupent pas leur espace de la même manière. En fait, en gros, majoritairement, les hommes ont plutôt des gestes curatifs, c'est-à-dire quand c'est sale et quand c'est le bordel, ils rangent. Et les femmes sont plutôt dans la prévention. Donc, elles vont essayer de ranger avant que ce soit trop le bordel. Et déjà, c'est 2 manières de gérer l'espace qui n'est pas du tout le même. En général, les normes de propreté ne sont pas non plus exactement les mêmes, d'où le truc curatif. Et ça, en fait, ça vient pas de nulle part, quoi. Il y a vraiment eu une éducation à ça. Et ça, c'est le truc que j'ai découvert en faisant les recherches. Au 19e siècle, en gros, période Pasteur, les microbes, problème de santé publique. Et l'État se dit, contre les épidémies, tout ça, il faut apprendre aux gens à nettoyer leur maison correctement. Et en plus, on était en train de construire plein de logements. Donc, Jules Ferry instaure en même temps que l'école républicaine des cours d'éducation ménagère. À ce moment-là, c'est pour les filles et les garçons. Très vite, pour les garçons, on a laissé tomber et les cours d'éducation ménagère sont restés pour les filles. Et on leur a dit, voilà, une maison propre, c'est ça et c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Et donc, il y a une transmission de gestes et de normes qui se sont faites en dehors même du cadre familial, quoi. Et ça, c'est assez fascinant. Mais comment en dehors du cadre familial ? C'est-à-dire, où est-ce qu'on apprend, si on pense chacune et chacun à la manière dont on nous a ou pas appris à faire le ménage, enfin, c'est à la maison, donc... Mais pas seulement, parce que moi, et c'est arrivé à plein de... Moi, j'étais hyper bordélique. À partir du moment où j'ai des enfants, et je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Je veux plus être bordélique comme ça. Alors que mon conjoint, qui était très bordélique, est resté très bordélique, ça n'a rien changé. Ce qui veut dire que moi, à un moment, je me suis dit, inconsciemment, je suis en charge de l'ordonnancement de cet espace commun, quoi. C'est sur moi qui ai cette responsabilité. Alors que les hommes se sentent pas en charge de ça parce que les hommes, ils sont en charge du monde extérieur, quoi. Ouais, ils ont le monde extérieur à conquérir. De Simone de Beauvoir que vous citez, on se dit mais c'est pas possible, ça a été publié après-guerre et pourtant elle a des phrases qui semblent toujours aussi justes, quoi, qui est que les hommes ne sont que médiocrement intéressés par leur intérieur. Car ils ont le monde extérieur dans lequel ils peuvent se déployer, s'investir et ils ont des projets. Ouais. Et pour eux, les objets sont juste des moyens de faire quelque chose, alors que la femme qui ne s'accomplit pas dans le monde extérieur, elle voit juste la finalité de l'objet qui doit être beau, etc. Ce qui est terrible, c'est de se dire, il y a encore ça. Mais parce qu'on est des descendants et qu'en fait, on ne sort pas de nulle part et que cette histoire-là, on la porte encore en nous et on la reproduit parce qu'on ne la pense pas.
Donc le cliché semble vrai, quoi. C'est-à-dire, on dit toujours quand on va chez un mec, probablement ça va être crade et tout. On est toujours un peu surpris quand c'est propre, d'ailleurs. On se dit bon. Oui, et justement, c'est ça qui est intéressant. Et moi, j'ai eu ce réflexe-là chez des potes. Quand chez un mec qui vit seul, c'est hyper propre. Il y a un truc, on se dit qu'il n'est pas vraiment normal. Non, mais c'est vrai. Il y a un petit côté genre, il doit être un peu psychopathe, il est un peu maniaque. Ça fait un peu Dexter, quoi. Ça fait un peu. Mais ça fait Dexter. Ouais, et donc, vrai. Ça veut dire que dans notre idéal, enfin même pas idéal, fantasme de virilité, on a intégré qu'un mec, c'était bordélique. S'il n'est pas bordélique, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond chez lui, quoi. Ou trop intéressé par la décoration, par exemple. Ou trop intéressé. Ou que c'est trop beau chez lui, ou que c'est... Voilà. Donc, en fait, la fabrique de filles et la fabrique de garçons fonctionnent ensemble, quoi. Et le fait qu'un garçon s'éloigne de la norme, on a l'impression que, oui, il est dégénéré, quoi. Ce qui n'est pas le cas. C'est bien de ranger les garçons. Vous évoquez aussi les pistes pour des solutions. Vous dites que d'abord, c'est peut-être important d'en parler, alors que c'est un sujet dont on ne parle pas. Personne ne veut s'engueuler pour une histoire d'aspirateur. Et pourtant, les couples n'arrêtent pas de s'engueuler à cause de ça. C'est-à-dire que c'est le motif d'engueulade, même cliché, dans les séries, Enfin, ça va avec un certain nombre d'images. Par exemple, l'image de la mégère, par exemple. Mais personne ne veut être aucune femme. Personne ne veut être la mégère qui est la fille qui Mais agite. la mégère a raison sur un point hyper important, c'est qu'elle décorrèle complètement l'affectif et le ménager. La mégère, l'idée, c'est qu'elle aime pas... comment elle s'appelait, la mère Olson la petite maison dans la prairie. Oui, la mère de Nellie Olson. Ouais, voilà. Harriet Olson. On se dit qu'elle n'aime pas sa famille parce qu'elle leur demande de faire des choses et de participer, etc. Et en fait, elle a raison, quoi. La figure de la mégère, il faut arrêter de se dire « je veux pas y ressembler », parce que le fait de, je sais pas, moi, passer un coup d'éponge sur la table, c'est pas une question affective, quoi. C'est juste, t'as sali, tu nettoies, c'est tout. Le fait que je le fasse derrière toi, ça devrait pas... Les femmes y mettent un truc, genre, je les aime, donc je m'occupe de leur maison. Ben non, ça devrait pas être comme ça. Je provoque pas de conflit, parce qu'après tout, on se voit pas beaucoup. Donc, voilà, personne ne veut provoquer un conflit pour ça. Oui, parce que ça paraît absurde, ou on se dit qu'on a soi-même un problème. C'est-à-dire, moi, ça m'arrive assez fréquemment de me mettre en rage pour des histoires de ménage. Ouais. J'ai l'impression que j'ai une rage qui vient du fond des siècles, quoi, d'injustice, en fait. Je me dis, mais non, mais... Et en même temps, se disputer là-dessus, faire des reproches à son conjoint là-dessus, c'est vrai qu'on se retrouve tout de suite dans cette espèce de costume de fille moche, avec son rouleau à pâtisserie, castratrice en plus. Oui, bien sûr. Vraiment un tue-l'amour, quoi. Et on se dit... c'est pas sexy, quoi. C'est pas du tout sexy, c'est vraiment le truc, on s'est dit, il est bien gentil s'il reste, quoi. Mais c'est là où c'est piégeux, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que parce que le ménage est considéré comme un non-sujet et un truc sans intérêt, c'est pour ça que les femmes s'en occupent, que c'est devenu une occupation féminine. Et c'est aussi parce que les femmes s'en occupent qu'on considère que ça mérite pas d'en parler. Donc c'est vraiment, il y a une espèce de tautologie là-dessus qui fait que les couples qui vont s'engueuler sur les tâches ménagères, en général... Ils ont déjà des problèmes, ils s'engueulent déjà sur autre chose. Un couple qui va bien, qui est amoureux, qui va risquer de s'embrouiller pour un truc comme ça, quoi. Mais résultat, les femmes en font plus, du coup. Bah ouais. Moi, il y a un livre auquel le vôtre me fait beaucoup penser, qui a été publié il y a plus de 40 ans maintenant par Annie Leclerc, qui est un peu passée de mode, mais qui a été une figure du féminisme, qui s'appelle « Paroles de femmes ». Et... moi, ça m'a fait un choc quand je l'ai lu parce que elle écrit des très belles pages sur le travail domestique où elle dit qu'en fait, les tâches ménagères ne sont ni mesquines, ni sombres, ni ingrates, ni dégradantes. Je cite, elle dit « C'est un travail bigarré, multiple, qu'on peut faire en chantant, en rêvassant, un travail qui a le sens même de tout travail heureux, produire de ses mains tout ce qui est nécessaire à la vie, agréable à la vue, au toucher, au bien-être des corps, à leur repos, à leur jouissance. » C'est-à-dire qu'elle dit que les tâches ménagères ne devraient pas être méprisées. Et elle dit que si ce travail était perçu à sa juste valeur, il serait aimé, il serait choisi, il serait convoité par les hommes autant que par les femmes. Il ne serait plus ce boulet, cette irrespirable nécessité. Est-ce qu'on peut revaloriser les tâches ménagères ? Est-ce qu'en fait, on peut se dire que ça peut être beau, ça peut être un travail qui a de la valeur Ouais, alors...
Il y a plusieurs choses. On peut les revaloriser et c'est le cas dans les établissements Montessori. C'est hyper à la mode en ce moment. Et Maria Montessori, les tâches ménagères faisaient partie de l'éducation. Et notamment, il y a tout le truc, ça développe pour les enfants petits la motricité. La motricité fine, le fait de passer le balai, etc. On apprend à coordonner ses mains. Pour apprendre à écrire avec un stylo, il faut développer son poignet, ses articulations, etc. Donc, il y a c'est bizarrement chez les classes privilégiées maintenant, un retour à la mode pour les enfants des tâches domestiques. Oui, puis l'idée, par exemple, que faire le ménage, c'est méditer aussi, qu'on peut C'est méditer et que par rapport à Internet, on revient à un vrai contact avec les matières, avec les objets, etc. Ce qui n'est pas faux, hein. Mais en même temps, c'est tout le piège de... Moi, il y a des fois, je peux aimer faire le ménage, mais en fait, c'est la répétition des tâches les plus ingrates tous les jours, quoi. Et il y a un truc qui est frappant, c'est dans la répartition des tâches entre hommes et femmes, les hommes font plutôt des tâches qui produisent une forme de reconnaissance sociale. C'est-à-dire, ils vont faire un bricolage, etc. Un bricolage, on remercie plus que pour un tas de linge propre. Et puis ça reste, surtout. Et ça reste. Et les femmes font les tâches les plus répétitives. Et en fait, cette dichotomie se retrouve dans le monde du travail. On s'est rendu compte que les hommes ont des postes où on leur demande d'être plus créatifs. Et donc, ils ont plus de reconnaissance. Et les femmes sont dans les postes les plus répétitifs. Et donc là, il y a quelque chose entre la manière on gère sa maison et on est dans le monde du travail qui est en écho complet. Sur une manière, encore une fois, d'agir masculine et puis l'autre féminine. Et il y en a une qui est plus valorisée que l'autre, quoi. Donc, et on ne sait pas où ça commence. Mais si c'est parce que c'est masculin que c'est plus valorisé ou si c'est parce qu'à la base c'est plus valorisé que ça échoue aux hommes. Mais en tout cas, les hommes, là, occupent toujours... quand ils s'occupent du travail domestique, de la part la plus valorisée du travail domestique. La plus valorisée et la plus créative. Après, c'est aussi... Donc, c'est pour ça que c'est pas juste être à égalité et faire 50-50, c'est qu'il faudrait que chacun soit capable de tout faire dans la maison. Il faudrait que les femmes fassent le bricolage et que les hommes fassent le repassage, quoi. Ça serait du vrai 50-50. Mais moi, je sais que ce que je répète maintenant à mes enfants, c'est... je suis un peu chiante avec ça, le vivre ensemble. C'est pas juste... parce qu'ils me disent « Ah oui, maman, c'est vrai, t'es fatiguée, tu peux pas tout faire. » Je dis « Non, c'est même pas ça. » C'est le vivre ensemble. On vit ensemble dans un espace. Donc, se respecter, c'est faire attention aux autres et se dire « Je ne vais pas laisser mon Lego traîner par terre parce que quelqu'un d'autre pourrait marcher dessus. » Et donc, ça, pour moi, la prise en compte de l'autre, en fait. Ouais, et c'est un principe d'empathie et de faire attention aux autres qui n'est pas forcément ce qu'on développe le plus chez les garçons dans leur éducation. Je voudrais du coup qu'on reparle des solutions possibles parce qu'il y a des solutions qui sont individuelles et il y a des solutions politiques. Commençons par le couple. Qu'est-ce qui marche dans un couple? Quels sont vos conseils? Comment on fait pour rééquilibrer ça? Comment on fait pour... Est-ce qu'on doit apprendre les tâches ménagères aux hommes? Est-ce qu'on doit leur enseigner? Est-ce qu'il faut faire la guerre? Est-ce qu'il faut tout laisser traîner? Est-ce qu'il faut lâcher l'affaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a déjà se rendre compte des choses et pour ça, je pense qu'il faut quantifier. Il ne faut pas se dire juste au doigt mouillé parce qu'au doigt mouillé, les femmes vont avoir tendance à diminuer l'importance du volume de ce qu'elles font et les hommes peut-être à l'augmenter un peu. Donc, il faudrait prendre, mais sur 2 semaines, chacun exactement note ce qu'il fait, quoi. Mais comme les applis les applis, il y a une femme qui travaille là-dessus en ce moment, sur une appli qui pourra servir au couple à noter et du coup qui quantifiera et qui pourra vous dire au bout de 15 jours, il y en a un, il a fait tant de pourcentage et l'autre tant. Et ça, je pense que c'est hyper important de voir les choses concrètement de manière un peu justement sans le côté affectif et tout. Donc, se rendre compte de ça, quantifier et après négocier, quoi. Parce que vivre ensemble, et le côté les hommes vivent chez les femmes, c'est ça aussi, c'est que les femmes ont en général des normes ménagères assez élevées. Et du coup, elles se disent, lui, ça ne le dérange pas quand c'est le bordel, moi, ça me dérange, donc je ne vais pas lui imposer de ranger pour mon plaisir, donc je vais le prendre en charge. Et donc, il faudrait, quand on emménage ensemble, négocier une norme en disant, ça, les chaussettes qui traînent vraiment dans le salon, c'est pas possible, je supporte pas. Et l'autre qui dit, ok, je les ramasserai. Par contre, est-ce que je peux les laisser traîner dans la chambre? Nous, c'est un peu ça notre deal. Elles traînent plus dans le salon, mais elles traînent dans la chambre.
ce qui me dérange plus. C'est une négociation. Ça veut dire qu'il faut négocier chacun des petits détails de la vie. En général, il y en sur a. qui vide la cafetière, sur la vaisselle, sur qui nettoie les Non, toilettes. en général, il y a. Qu'est-ce que- Comment L'idéal, il ça faudrait serait de faire faire. Comment il faudrait faire Bah, dans l'idéal. quand on emménage, de se dire, ouais, c'est quoi je pense qu'on a tous des trucs sur lesquels on veut pas lâcher et d'autres on veut bien, etc. Et il y a aussi, de toute façon, se dire, il y a des trucs que j'arrête de faire et la maison ne va pas s'effondrer si j'arrête de le faire. Moi, c'est un des trucs que j'ai découvert. Que les enfants, ils vont mettre des pantalons sales parce que j'ai pas eu le temps de faire la machine. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Donc il faut baisser aussi le niveau d'exigence de celui qui est le plus exigeant. En général, ce sont les femmes. En pour général, les c'est les raisons femmes. qu'on a vues précédemment. Est-ce qu'il y a une manière de bien s'engueuler sur les tâches ménagères ? Oui, c'est surtout de pas mélanger ça avec tout le reste, quoi. C'est pas genre, c'est pas sortir d'autres problèmes de oui, je déteste ta mère ou tu m'as trompé il y a 6 mois ou tu vois, genre on parle de ménage, on parle que de ménage et c'est tout, point barre, quoi. Oui, mais en même temps, c'est aussi une question effectivement d'empathie, général, de ça vivre ensemble. oui, et mais tout ça ça, sert ça de veut aussi dire quelque chose. Donc, Ouais, mais souvent ça sert de prétexte pour autre chose. Il faut pas que ce soit un prétexte, c'est un sujet important qui mérite en soi une discussion juste sur ce truc-là, quoi. Et qu'on peut en parler, que c'est pas chiant forcément. oui, c'est pas le sujet le plus. Enfin, si, remarque, c'est un sujet un peu passionnant maintenant. Moi, j'ai découvert qu'on pouvait beaucoup rigoler avec ça. Oui, bah voilà. Qu'on pouvait créer, par exemple, du coup, j'ai fait une confidence, mais nous, par exemple, dans mon couple, on a une espèce de mythologie domestique où les objets parlent, où il y a des trucs qui se passent et tout, et on peut rire de ça, quoi. On peut inventer des histoires, on peut faire des trucs autour des tâches domestiques. Bon, c'est une technique, mais en tout cas, ça aide à trouver ça moins chiant, quoi. Oui, mais en plus, c'est ça. Je pense que tous les couples créent un peu une mythologie commune. Enfin, tu vois, il y a le frigo qui fait trop de bruit, on va lui donner un surnom. Oui. Enfin, voilà. Et c'est des trucs qui sont effectivement marrants aussi. C'est moins marrant quand, au bout de 5 ans, c'est toujours toi qui as nettoyé ce putain de frigo, tu vois. Qui fait du bruit, même si ça s'appelle Jean-Eudes. C'est vrai, mais bon, oui, c'est vrai. Mais ça peut peut-être un peu aider, mais effectivement, ça suffit pas. Il faut quand même remettre à plat pour que les hommes en fassent autant. Et dans que les l'idéal, femmes. mais ça, en même temps, c'est pas du tout pratique, mais dans l'idéal, il faudrait au moins essayer pendant 1 mois de totalement inverser, c'est-à-dire il faudrait que les 2 membres du couple sachent tout faire dans la maison. Donc, il faudrait se dire, OK, d'habitude, je fais ça, 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 et bien là, on va faire l'inverse, c'est toi qui vas les prendre en charge. Même pour une durée courte, mais pour que l'autre se rende compte. Est-ce que votre enquête a changé votre manière d'éduquer vos fils ? Ah ouais. Enfin, c'est toujours un échec complet. Mais j'ai changé de forme d'échec. C'est ça qui est pas mal. Ouais. Ça a changé sur... Moi, j'étais très... Bon, déjà, j'étais sûre que j'aurais des filles, hein, évidemment. Et donc, je me suis retrouvée avec des garçons, ça a été un peu compliqué. Et j'étais très... moi, je suis féministe, donc vraiment, les jouets, ce ne sera pas genré, etc. Voilà. On voit tout le truc sur les catalogues de jouets à Noël, blabla. Et en fait, en bossant sur ce sujet, je me suis rendu compte que c'était vraiment totalement anecdotique. Les jouets ? Ouais, comme combat, c'est pas le truc de fond. Et que avec les garçons, je bosse sur les émotions, justement. Et que, et ça, c'est les sujets de fond, mais qui sont un peu invisibles. C'est qu'en fait, un garçon, très vite, on lui dit « t'es content ou t'es en colère ?» C'est à peu près la palette émotive des garçons. Tu es content ou tu es en colère. Alors qu'une petite fille, on lui fait parler de toutes ses émotions. Il y en a plein. Et puis, on lui fait parler des émotions des autres. On la fait se mettre à la place des autres. Et du coup, j'ai changé là-dessus, c'est-à-dire que je leur parle des émotions, de comment ils se sentent et comment se sentent les autres en face. Je leur donne le vocabulaire pour le faire. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème parce que je suis leur mère. Je suis donc du côté du féminin et je leur parle d'émotions, ce qui veut dire que émotion et féminin continuent à être liés dans leur esprit. Et donc, l'étape suivante va être que leur père leur parle d'émotions. Et là, il y a un truc qui pourra effectivement s'enclencher. Et ça a été c'est le truc le plus terrible quand on est mère féministe avec des garçons, c'est que la valeur d'exemple, ils ne s'identifient pas à moi, quoi. Ils s'identifient à leur père. Ouais. Donc pour les tâches domestiques, c'est pareil. En fait, si on veut des garçons qui sachent tout faire, il faudrait que leur père sache tout faire aussi. Il faut que ce soit les pères qui montrent l'exemple, ouais. Et en même temps, je me dis, c'est cool pour les pères, ils ont un super rôle à jouer là-dedans, quoi. Il y a un truc à faire, à investir. Une autre manière d'agir, vous faites une suggestion, vous rappelez qu'il y avait des cours d'éducation ménagère à l'école, et vous dites, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas le ménage à l'école ? Si le but, c'est de lutter contre les inégalités,
on pourrait considérer comme relevant de la mission de l'école de lutter contre les inégalités domestiques en ouvrant aux garçons ces enseignements. Ouais. Ben oui, parce que ce qui s'est passé sur l'éducation ménagère, c'est que ce qu'on fait à chaque fois, en fait, pour les principes d'égalité filles-garçons, c'est qu'on aligne les filles sur les garçons. Les garçons n'avaient pas de cours d'éducation ménagère, donc on a supprimé pour les filles. Mais de fait, on laisse toujours une inégalité qui se propage dans la vie quotidienne. Donc je me dis que ça pourrait être une solution, qu'effectivement, l'État s'empare de cette question, comme ils l'ont fait au 19e siècle, de dire, bah oui, on va obliger filles et garçons à prendre des cours d'éducation ménagère. Qu'est-ce que ce serait alors des cours d'éducation ménagère au 21e siècle à l'école, dans l'éducation nationale? Alors après, c'est Montessori, quoi. C'est passer le balai, c'est passer le chiffon, c'est, je sais pas, peut-être ils peuvent faire la plonge à la cantine, que sais-je. Enfin, voilà, des choses... Apprendre à faire la cuisine? Apprendre à faire la cuisine, ils le font vachement en maternelle. Alors après, c'est aussi, il y a des profs en maternelle qui leur font faire beaucoup de choses de cet ordre-là. Mais en même temps, il y en a d'autres qui s'en occupent pas. Moi, j'ai vu des crèches où on demandait aux petites filles de ranger, pas aux petits garçons. En crèche, quoi. Genre, ils ont moins de 3 ans. Donc, il faut aussi former, je pense, les éducateurs là-dessus et effectivement se dire, on fait attention à ce sujet-là parce qu'il est important. D'ailleurs, vous dites que c'est tellement important, j'ai adoré cette anecdote, que votre aîné, Tétard, vous a dit « Tu sais, maman, si papa ne nettoie pas, il va falloir que tu appelles la police. » Oui. Il était sûr, à force de m'en entendre parler, que c'était la police qui s'occupait de ménage et des qualités de ménage et que c'est pas grave, papa, il irait en prison s'il n'avait pas fait ça. Tellement c'est devenu important. Ouais. Je dis, j'ai réussi un truc quand même. Ok. D'accord. Bon, merci beaucoup. C'est vraiment un livre hyper riche. Il aborde aussi plein d'autres sujets qu'on n'a pas, où c'était pas forcément le moment d'en parler. Vous parlez beaucoup d'Instagram, d'Internet, de la prise de parole, du mansplaining et de plein de concepts hyper utiles pour les féministes d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un essai indispensable que j'ai envie d'offrir à tous mes amis, IE, IS et de tous les genres et de tous les sexes, pour que peut-être nos vies domestiques changent, parce que en fait le quotidien, c'est tout ce qu'on a. Enfin, on a. C'est ça la vie, en fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre vie qu'aujourd'hui, que le quotidien. Donc, il faut s'en occuper. Donc, la révolution passe par là. Pour terminer, Titio, est-ce que vous auriez une œuvre à recommander ? Alors là, du coup, je t'ai envoyé un mail pour te dire, est-ce que Hall, c'est possible ou pas comme chanson ? Alors, c'est absolument possible. Le truc, c'est que comme on n'a pas les droits, il faudrait le faire en karaoké. Donc, ça tombe très bien. Ça, c'est pas possible. Tu veux pas chanter ? Ah non, je peux pas. Non, jamais je ferais ça. C'est vrai ? Mais jamais de la vie, quoi. Bon, peut-être que là, on va pas reconnaître, mais c'est une chanson de Hall. Oui. Pourquoi cette chanson ? Déjà parce qu'elle est super, parce que j'avais 14 ans quand elle est sortie et que c'était une femme qui chantait du rock et qui en avait rien à foutre et qui beuglait parce qu'elle se met à crier dans la chanson à un moment. Et ça, c'était top. Et Courtney Love, je pense que ça a été la sorcière moderne, quoi. La mégère ? Plus que la mégère, parce qu'on a quand même soupçonné qu'elle avait tué Kurt Cobain. On a dit qu'elle était vraiment machiavélique, un truc. Et moi, j'étais à fond là-dedans, quoi. Moi, après, bien sûr, Courtney Love, elle a trop tué Kurt Cobain. Elle a été super méchante. C'est à cause d'elle qui s'est droguée, bon. Et en fait, je pense que ça a été un déluge de sexisme sur cette femme. Contre Courtney Love. Ouais. Et qu'on s'en rendra compte dans quelques années, mais voilà. Donc, il faut réhabiliter Courtney Love. Merci Titio Lecoq, c'était Les Couilles sur la table, un podcast de Binge Audio à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et à recommander autour de vous. Sur Binge Audio, vous allez retrouver toutes les références, les liens, les vidéos, les trucs à lire et à regarder pour prolonger le sujet. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des étoiles sur podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Twitter par exemple. Et la semaine prochaine, on reçoit Léonora Miano pour parler des masculinités noires. Bisous et à bientôt.